Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes bien installés, les chaises sont pas trop dures, ça va aller. Alors, donc ce qui nous amène cet après-midi, les gendarmes de la Vienne détachés lors du conflit de 1870-1871, aussi conflit appelé franco-prusse ou franco-allemand. Donc j'avais prévu ma petite présentation, mais Jean a fait grandement le tour. Donc particularité, c'est que cette année, je fête mes 40 ans, tout comme le cercle. Donc pour vous rappeler que 1980 est une année formidable, personne ne me contredira ici, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît. Vous avez, oui, au niveau son, ça va pour tout le monde? Ou alors il faut que je monte un peu la voix peut-être? Ou si je retire le masque? À ce moment-là, je vais m'éloigner un petit peu. Vous m'entendez mieux là maintenant? C'est mieux? Ça fait moins étouffé. Alors, donc particularité, oui, je suis adjudant de gendarmerie, mais surtout généalogiste et chercheur en histoire locale, donc déjà depuis une vingtaine d'années, comme disait Jean. Et donc voilà, j'ai été amené à écrire pour le CGP, dans des magazines locaux et nationaux. National notamment, un magazine de la gendarmerie, L'Essor pour ceux qui connaissent, où j'ai écrit notamment plusieurs fois dans la rubrique historique. Donc membre du CGP, on l'a dit, et donc dans le bureau depuis cette année. Donc je me permets de revenir sur l'image de présentation de cette conférence, donc, qui est le siège de Paris donc, par le peintre français Ernest Meissonnier. Pour ce tableau, donc, qui est une huile sur toile faite avant 1884 par l'artiste. Donc c'est une allégorie qui représente en fait, on a une femme ici drapée d'une peau de lion, donc qui représente la ville de Paris, qui prend appui de son bras armé d'une épée ici, qui prend appui sur un socle sur lequel est représenté les armoiries de la ville de Paris. Autour d'elle, on a un certain nombre d'individus, de cadavres et de soldats blessés. Donc pour illustrer le siège de Paris, on a ici dans le coin, pour ceux qui sont le plus près, ils verront peut-être mieux. Ici, on a une femme qui vole, qui est une représentation en fait de la famine. C'est le spectre de la famine, sur lequel, enfin, son bras tendu, son bras droit tendu, sur lequel il y a un aigle qui représente la Prusse. Bon, sauf que vu que c'est un artiste français, la famine a fait peur à voir, elle n'est pas terrible. Mais l'aigle, surtout, il ressemble plutôt plus à un corbeau ou à un vieux vautour. Donc voilà, histoire d'illustrer cette partie de l'histoire. Alors le plan de cette présentation. Donc en première partie, je vous indiquerai, excusez-moi, la raison pour laquelle j'ai été amené à faire des recherches sur l'histoire de la gendarmerie. Les origines et finalités du conflit franco-prusse, la place des gendarmes au cours de cette guerre, les détachements dans les armées de ces mêmes gendarmes, et pour finaliser par les conséquences du conflit. Alors, la raison pour laquelle je me suis intéressé à l'histoire de la gendarmerie. Alors, parce qu'il s'agit de l'arme naturellement dans laquelle je sers. À la suite d'une publication de Michel Laurent, donc, dans la revue du Grège en 2007, je ne sais pas si certains connaissent Michel Laurent, donc, qui avait publié pour le groupe de recherche historique et archéologique de l'Île Jourdain, dans un bulletin, elle avait fait un certain nombre de pages, notamment sur l'histoire de la gendarmerie de l'Île Jourdain et de ses personnels. Ça parlait notamment essentiellement du 19e siècle. Donc j'avais trouvé cet article particulièrement intéressant, et je m'étais aperçu en fait que il existait peu ou pas de sources sur l'histoire de la gendarmerie, voire de la maréchaussée, dans le département de la Vienne. Néanmoins, j'avais été amené, en allant à la médiathèque de Poitiers, j'avais été amené à découvrir un livre fort intéressant, publié en 1889, du capitaine Taillade, qui avait servi comme lieutenant à la gendarmerie de Civray, donc entre 1882 et 1889. Donc dans ce livre, il parlait essentiellement aussi de tout ce qui avait été fait par les gendarmes de la Vienne au cours du 19e siècle. Il parlait de l'histoire de la 9e Légion dont faisait partie la Vienne.
J'ai constaté aussi que les sources avaient disparu parce qu'à l'époque, on ne pensait pas à archiver. Dans les unités de gendarmerie, quand on voulait faire de la place, on brûlait les papiers. Et bien souvent, les casernes déménageant assez régulièrement, ben on faisait de la place, on ne s'embêtait pas à emmener les vieux papiers, on brûlait. Voilà. L'archivage est arrivé longtemps après. Pour le département de la Vienne, c'est assez flagrant quand même. Donc ce qui m'a amené à me décider en fait sur le fait que, comme l'avait fait Michel avec Lise Jourdain, il était intéressant de mener une recherche sur l'ensemble des unités et des personnels qui avaient servi cette arme dans les limites du département de la Vienne. Sachant que pour la maréchaussée, bien sûr, le département n'existait pas à l'époque, mais je me suis cantonné à ces limites géographiques-là. Donc pour vous donner une idée en chiffres, ce que ça représente une 12aine d'années de recherche. Donc là, je suis en train de finaliser l'ouvrage, qui j'espère pourrait sortir à la fin de l'année. C'est sur 5 siècles d'archives, hein, donc on part grosso modo des origines, mais du moins des origines des documents qu'on peut retrouver, 16e siècle, jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, début des années 20, on va dire. Donc, ce qui fait que ça traite de 46 lieux d'implantation de brigades ou de postes de gendarmerie et de maréchaussée dans le département de la Vienne. Donc, notamment sur les arrondissements de Poitiers, Châtellerault, Loudun, Civray et Montmorillon. Donc, notamment, voilà, les postes provisoires, c'est pas uniquement, on n'a pas uniquement que des brigades, on a des postes provisoires qui peuvent être tout simplement des lieux où on surveillait les travaux des chemins de fer. Parce qu'au cours du 19e siècle, à partir de 1850, on a beaucoup de travaux dans le département et où les gendarmes étaient détachés sur des postes provisoires pour surveiller notamment les ouvriers qui venaient servir sur ces rails et qui, accessoirement, de temps en temps, s'enivraient après la paye et causaient quelques troubles. On a aussi la surveillance d'un dépôt de munitions sur Migny-aux-Anses, pour ceux qui connaissent. Et on a aussi le tourisme qui joue sur ces postes provisoires, hein, notamment on a les eaux thermales de La Roche-Posay. Donc en plus de ces lieux d'implantation de brigades, on a aussi l'étude des personnels. Donc j'ai étudié un peu plus de 2300 individus pour lesquels j'ai fait une fiche signalétique pour chacun d'eux. Ça représente, vous imaginez, hein, une masse de travail énorme, sachant qu'il a fallu mettre plusieurs sources de données confrontées les unes aux autres pour avoir l'ensemble des éléments concrets et pas retrouver un certain nombre d'erreurs qu'on pouvait y trouver en fait. Alors, je vais vous faire un petit rappel sur le conflit de 1870-1871, hein, parce que là, on est l'année 2021, on est sur les 150 ans, c'est l'anniversaire. Donc, je me devais de vous faire un petit truc là-dessus. Je vais vous le faire version courte, je ne suis pas historien en la matière. Donc pour vous poser les bases de cette guerre qui est parfois méconnue, déjà avant de commencer, qui se souvient de l'avoir étudiée à l'école? Vous avez le droit de lever la main. 1, 2, 3. Il y en a qui ont eu de la chance. Ou alors après, il fallait aller à l'école assez longtemps alors. Parce que j'ai entendu la fac d'histoire. Voilà, mais au côté primaire, collège, lycée. Comment? À une certaine époque, si. À une certaine époque, c'était étudié quand même. Au début du siècle, dans les cahiers d'écoliers, à l'école élémentaire, il est fait, ils se l'ont fait. On parle de la guerre de 70. D'accord. Dans les dictées, les choses comme ça. Voilà. Il y a des petits passages. Alors voilà. Les écoliers du début du... C'était souvent ça, c'était des petits passages, c'est-à-dire on ne faisait pas non plus une étude énorme sur le sujet, on disait il y a eu une guerre, 1870, on vous en disait peut-être quelques bricoles sur les motifs, les causes, ce qui s'était passé. Mais voilà, donc l'anniversaire des 150 ans fait que le ministère de l'Éducation nationale s'est dit que ça serait bien de le remettre au goût du jour. Et donc dans un arrêté du 17 janvier 2019, ils remettent au programme d'histoire-géographie en classe de première, ils remettent ce sujet au goût du jour. Donc maintenant, nos élèves de lycée seront informés de cette guerre. Donc il est vrai que cette guerre avait gardé un goût amer aussi de la défaite, hein.
Donc forcément, il n'y avait pas de quoi s'en réjouir et à en parler. Alors, pour rappel, donc rappel sur le conflit. Donc, pour faire simple, il s'agit de différentes politiques entre les États européens situés autour et en lien avec la Prusse. Cette dernière cherche à fédérer donc l'ensemble des États allemands. Il faut s'imaginer l'Allemagne actuelle, dans laquelle il y aurait 40 États, une quarantaine d'États, donc ça fait plein de petits États qui sont dans cette Allemagne. Et donc l'Allemagne avait besoin, pour devenir forte, pour devenir puissante, de fédérer l'ensemble de ces États. Donc c'est ce que la Prusse cherche à faire. Donc Napoléon III est plutôt favorable, lui, à cette unification allemande. Il cherche à tirer un intérêt économique, notamment à la suite des combats qui ont eu lieu entre la Prusse et l'Autriche en 1866, donc peu de temps avant. Apprenant que la succession à la couronne d'Espagne pouvait revenir à la Prusse en 1870, la France s'y oppose de peur d'un encerclement, c'est-à-dire côté nord-est l'Allemagne, la Prusse, et côté sud-ouest l'Espagne. Donc la France a peur. Et ce qui fait que ça pousse la presse et les Français, notamment les Parisiens, à demander de passer à la guerre en fait. Et donc la France déclara la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870. Donc les Français, eux, pensent fièrement que de toute façon c'est une guerre qui va être très rapide et puis on sera forcément vainqueur. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout le cas, quoi. L'armée prusse présente des avantages, et pas les moindres, notamment en effectifs, en matériel beaucoup plus développé, et en stratégie, parce que la stratégie, ils ont pu la mettre en œuvre en 1866 face aux Autrichiens. Et visiblement, ça leur a plutôt bien réussi. Donc la France, de son côté, elle n'a pas su faire évoluer son service militaire, et peine à mobiliser. Elle utilise encore le tirage au sort dans les cantons. Une suite de défaites françaises amène Napoléon III à capituler au siège de Sedan le 1er septembre 1870. Donc vous voyez, on commence la guerre mi-juillet, 1er septembre, c'est plié. Donc ça a été assez rapide. Donc cette capitulation amène le soulèvement populaire de Paris, la proclamation de la Troisième République dès le 4 septembre, avec un gouvernement provisoire formé par le général Trochu, chef du gouvernement, et Léon Gambetta, ministre de l'Intérieur et de la Guerre. Ensuite vient le siège de Paris par les Prussiens, de septembre 1870 à janvier 1871. Gambetta prend alors la fuite à l'aide d'un ballon monté, comme vous pouvez voir sur l'image. Donc c'est un ballon rempli de gaz, sur lequel on peut mettre une nacelle pour transporter des gens, ou éventuellement transporter du courrier, pour sortir de Paris, en fait, qui est assiégé. Il faut savoir quand même que ce genre de transport, c'est hyper dangereux, parce qu'en fait, le ballon est rempli de gaz de houille. C'est le gaz qui, à l'époque, sert pour allumer les lampadaires dans la ville de Paris. Donc c'est hautement inflammable. Je ne vous dis pas s'il y en a un qui s'amuse à tirer dessus, c'est mal barré pour Gambetta. Bon, tout de même, il arrive à sortir de la ville de Paris et se replie sur Tours, d'où il organise la résistance. Il recrée les trois armées, celles du Nord, de la Loire et de l'Est. Donc l'armistice est signé le 26 janvier 1871, entre en vigueur le 28 du même mois. Et cet armistice devient général le 15 février 1871. La place fortifiée de Belfort est la dernière à se rendre le 18 février, donc à la demande, enfin à l'ordre du gouvernement. Ces militaires en partent avec les honneurs, c'est-à-dire ils partent avec les armes. Les Prusses les laissent partir avec les armes. Alors tout à l'heure, je vous ai présenté un tableau français. Là, je vais vous présenter un tableau prusse. Donc un tableau réalisé par le Prusse Wilhelm Kampfhausen, réalisé donc en 1878. Donc il représente Napoléon III et Bismarck. Donc au lendemain de la bataille de Sedan, où Napoléon III a rendu les armes. Donc nous sommes le 2 septembre 1870. Et là, ils sont représentés donc, à Donchéry, devant la maison du tisserand. Donc on peut y remarquer notamment
donc Bismarck, Napoléon III, donc ils sont en grande tenue de responsable militaire. Bismarck, arme en main. Là, Napoléon, rien dans les mains, forcément. La mine, bon là, sur l'image, on voit peut-être pas forcément bien, mais sa mine est plutôt défaite. Hein, il est... Comment ? Ouais, mais là encore moins, je pense. Hein. Après une défaite, c'était compliqué. Il est quelque peu débraillé avec sa tenue ouverte. Hein. Donc là aussi, hein, on est purement dans la représentation de la victoire face à la défaite. Hein. C'est un peu le jeu des peintres. Hein. On peint pour son pays avant tout. Alors, on en vient au sujet d'aujourd'hui, la place des gendarmes au cours de cette guerre. Alors, particularité que je dois de préciser auparavant, bien avant le conflit, enfin bien avant la même année, 1er janvier 1870, la compagnie de la Vienne fait partie alors de la 7e Légion, ce qu'on appelle la 7e Légion de gendarmerie. Au 1er janvier 1870, elle passe à la 18e, qui est composée des départements de l'Indre-et-Loire, de la Vienne, de la Sarthe et du Loir-et-Cher. Auparavant, sous la 7e, on était avec les Deux-Sèvres. Donc ça change à ce moment-là. Et le commandement est basé à Tours. Et là, ça doit vous rappeler, à Tours, qu'est-ce qui se passe ? Par la suite, il va y avoir Gambetta qui organise la résistance. Ça a une importance. C'est forcément Gambetta à Tours, le commandement de la gendarmerie à Tours, et ça sera facile de solliciter la gendarmerie pour fournir des personnels. Donc, dès le 15 juillet 1870, la France mobilisait ses armées, qui comptaient à peine dans ses premiers jours d'août, 220 000 hommes disséminés le long de la frontière et formant 7 corps d'armée. La 18e Légion de gendarmerie avait fourni 2 officiers à la prévôté, dont un prévôt au 2e corps, le chef d'escadron Hector Alexandre Janisset, qui alors était commandant de la compagnie de la Vienne. Compagnie, ça correspond à l'époque au département. Maintenant, on parle plus de groupement, pour ceux qui connaissent un peu l'organisation de la gendarmerie. Et donc Janisset, par le fait de cet engagement, montrait aussi l'exemple à ses subalternes. Le 17 août 1870, 2 détachements commandés par messieurs Victor Jules Vallier, lieutenant à Montmorillon, et Jean Moore, lieutenant à Civray, sont dirigés sur Versailles, pour être détachés au régiment de gendarmerie qui est en formation. Donc à savoir 2 officiers et 24 hommes. Ces 26 militaires font les 2 sièges de Paris. Et monsieur le lieutenant Moore, donc de Civray, il meurt le 4 janvier 1871 par suite de congélation. Donc on ne mourait pas forcément par les armes. Il y a certains témoignages d'historiens de l'époque qui indiquent qu'en ce début de janvier 1871, la température était de l'ordre de -10 à -15. Donc on peut se douter que pour mourir de congélation, les conditions de vie devaient être compliquées quand même. Donc comme l'écrivait quelques mois plus tôt Arthur Rimbaud, hein, pour ceux qui connaissent, dans son poème Le Dormeur du Val, « Nature berce le chaudement, il a froid ». C'était bien le cas. Mais le lieutenant Moore, lui, n'avait pas les 2 trous au côté droit du dormeur, cité dans ce même poème. Je ne sais pas si beaucoup connaissent ce poème. Si vous avez l'occasion, ceux qui ne connaissent pas, d'aller le regarder, hein, on le trouve assez facilement sur Internet. Il est superbe, quoi. Le 22 août 1870, 5 gendarmes à cheval et un gendarme à pied sont envoyés à l'armée du Rhin pour y être attachés à la force publique du 12e corps. Les 6 militaires sont faits prisonniers à Sedan. Donc à la suite de la bataille de Sedan, ils sont prisonniers. J'en reparlerai après. Le 18 novembre 1870, le lieutenant Julien Félix Marie Trochu, commandant l'arrondissement de Loudun, se rend avec 5 gendarmes au régiment de marche de la gendarmerie à pied en formation à Bourges. Donc vous voyez, hein, on parle à chaque fois de chaque officier, de chaque chef-lieu d'arrondissement en fait. Hein. Au fur et à mesure, ils sont tous envoyés. Donc à la même date, un détachement composé d'un maréchal des logis, de 2 brigadiers et de 20 gendarmes est dirigé sur le 1er régiment de marche de la gendarmerie à cheval en formation à Saumur. Le 6 décembre 1870, un détachement composé d'un brigadier à pied, de 3 gendarmes à cheval et d'un gendarme à pied
et dirigé sur la force publique du 19e corps de l'armée de la Loire. Le 20 décembre 1870, la compagnie est mobilisée à Poitiers par décret du même jour pour être attachée à l'armée de la Loire. Mais les militaires qui en font partie continuent à exercer leurs fonctions habituelles, c'est-à-dire ils restent au niveau des brigades. Ils sont employés au service d'estafette, c'est-à-dire courrier, liaison. Et ils arrêtent les déserteurs et leur font rejoindre les nombreux fuyards appartenant à cette dite armée. C'est-à-dire ils les renvoient sur le front ou dans l'armée. Le 10 janvier 1871, 3 gendarmes sont envoyés à la force publique du 25e corps de l'armée de la Loire à Vierzon dans le Cher. Et le 13 février 1871, ce sont 3 nouveaux gendarmes qui sont envoyés à la même force publique à Argenton dans l'Indre. Alors, concernant les détachements dans les armées. Donc, il y a un certain nombre d'armées que je vais vous exposer, pour lesquelles la 18e Légion de gendarmerie, donc basée à Tours, donc commandant notamment le département de la Vienne, va être amené à envoyer des personnels. On commence par les armées de Châlons. Donc, la 18e Légion de gendarmerie avait fourni une partie de la prévôté du 12e corps. 7 hommes d'Indre-et-Loire, 6 hommes de la Vienne, 8 de la Sarthe, 5 du Loir-et-Cher, pour un total de 26 hommes. 1er septembre, l'armée est complètement cernée par les Allemands et rejetée sur la place de Sedan, où elle capitule. Donc, tous les gendarmes de la 18e, à l'exception de 3 de la Sarthe et d'1 de la Vienne, sont faits prisonniers et envoyés en Allemagne. C'est-à-dire, on les fait prisonniers, mais ils sont envoyés en Allemagne. On ne les garde pas sur place. Et certains reviendront parfois plusieurs mois après la fin du conflit. Généralement, oui, au cours de l'année 1871. Alors, aux armées de Paris, 2 régiments de gendarmerie, l'un à pied et l'autre à cheval, étaient formés par les détachements fournis par les légions départementales. La 18e Légion envoya notamment de la Vienne, messieurs Vallier et Moore, je vous avais parlé tout à l'heure. La Vienne apportait 16 effectifs au régiment à cheval et 8 au régiment à pied. Donc ils font les 2 sièges de Paris, comme je vous ai déjà dit. Le matin du 30 novembre, une division enlève le village de Montmély, dans le quartier de Créteil, dans le Val-de-Marne, qu'elle est obligée d'abandonner devant les forces supérieures. Elle bat en retraite vers 1h. Le gendarme Jean Jarige, qui sert à ce moment-là de la compagnie de la Vienne, avait eu son cheval tué sous lui. Alors, aux armées de la Loire. Alors, les gendarmes marchent vers Paris à partir du 28 novembre 1870. 2 corps d'armée se formaient, le 15e à Vierzon, Nevers et Bourges, le 16e à Blois et Tours. Ce dernier comprenait 2 divisions d'infanterie et 2 divisions de cavalerie formées à Tours, et dont la prévôté était commandée par le lieutenant Henri-Gustave Moriot. Alors, Henri-Gustave Moriot, à l'époque, il est lieutenant en Dordogne. Mais par la suite, en 1887 notamment, là vous l'avez en photo, c'est une photo de 1887. Alors je suis désolé, déjà la qualité n'est pas forcément là, mais bon, 1887, on pardonnera aux photographes. À cette époque-là, en 1887, il sera lieutenant-colonel, donc commandant notamment je ne dis pas de bêtises, la 9e Légion bis, donc qui comprenait à ce moment-là la Vienne et les Deux-Sèvres. Il sera notamment témoin à Angers au mariage du capitaine Taillat, que je vous ai cité tout à l'heure, auteur du livre. Donc le régiment de gendarmerie de marche à cheval avait notamment reçu des compagnies de la 18e Légion, un total de 2 officiers et 90 hommes, dont 23 de la compagnie de la Vienne. Le régiment à pied formé à Bourges avait reçu M. Trochu, lieutenant à Loudun, et 5 hommes de la compagnie de la Vienne. En outre, la compagnie de la Vienne avait envoyé ces 5 hommes à la prévôté du 19e corps en formation, et M. Trochu ne resta au régiment de gendarmerie à pied que jusqu'au 16 décembre, date à laquelle il fut mis hors cadre et pris en qualité de chef de bataillon le commandement des mobilisés de Loudun, son ancien arrondissement. Donc il revenait sur ses terres tout simplement. Alors à l'armée de l'Est, avant de suivre les opérations de l'armée de l'Est, le 2e régiment créé
par décret du 31 octobre, fut formé à Caen et reçut la 18e, le 18 novembre, 2 officiers et un homme, dont M. Jean-Baptiste Loubatière, capitaine à Châtellerault. Donc vous voyez, finalement, tous les arrondissements ont fourni leurs officiers dans la Vienne, en plus des hommes. À l'armée du Nord, donc là c'est plutôt simple, hein, la 18e Légion n'a fourni aucun détachement. Donc on n'a envoyé personne là-haut. Et ensuite, l'armée de Paris, donc notamment pendant la Commune. Depuis la capitulation de Paris le 23 janvier, le régiment de gendarmerie à cheval était cantonné aux alentours des Champs-Élysées et des Invalides. Le régiment de gendarmerie à pied était en grande partie au Louvre. Lorsque l'armée s'était retirée de Paris le 19 mars, beaucoup de soldats, des gendarmes notamment, n'avaient pu rejoindre à temps les corps dont ils faisaient partie. Le lendemain, il n'était plus possible de sortir, une véritable chasse à l'homme était en cours. Surtout contre les agents de police, les gendarmes, et notamment toutes les personnes qui étaient issues de l'Église. Donc, tous ceux qui n'eurent pas le bonheur de pouvoir sortir de Paris à temps, notamment sous un déguisement, furent incarcérés quand ils n'étaient pas fusillés sur place. Pour vous dire les conditions de vie dans Paris à l'époque. Le 24 mai, après avoir fusillé les otages, les fédérés mettaient le comble à leur sauvagerie sanguinaire en massacrant à Belleville, rue Axo, 72 prisonniers, prêtres ou gendarmes. Un gendarme donne un renseignement sur la situation des pertes éprouvées du 10 mars au 30 avril. 3 officiers, 10 sous-officiers, brigadiers et gendarmes tués, 8 officiers dont 2 amputés et 135 sous-officiers, brigadiers et gendarmes blessés. C'était une vraie boucherie, quoi. Le capitaine Taillade, dans son ouvrage, écrivait « Pendant 10 longs mois d'épreuves et de souffrances de toutes sortes, les militaires de la gendarmerie se sont efforcés d'oublier la famille qu'ils avaient laissée au foyer, pour ne songer qu'à la patrie et lui donner généreusement le sang qu'elle leur demandait. Rentrer dans leur foyer, c'est à la société qu'ils vont consacrer tout leur courage et combattre d'autres ennemis, d'autant plus dangereux que le plus souvent ils guettent leur proie dans l'ombre. » Donc ça, c'est un témoignage important de Taillade, même s'il le publie en 1889, parce que là, on a quelque chose de quelqu'un qui a vécu l'époque, un contemporain. Donc pas quelque chose qui a été raconté dans des livres, parfois 40, 50, 60 ans après. Là, on a un témoignage contemporain. Donc ce qui nous fait un total d'effectifs engagés par la Compagnie de la Vienne de 64 militaires, dont 6 officiers. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'époque, dans le département de la Vienne, on est sur un effectif qui tourne à peu près à 200 personnels. Donc, là, on est quand même sur 64 qui sont impliqués dans ce conflit. Je vous ai parlé donc de ces 6 officiers, mais je pourrais aussi vous parler des maréchaux des logis à cheval Dubois, Groult, des brigadiers à cheval Aymar, Baquier, Gilly, Leher, Pasco et Roger, des gendarmes à cheval Anguenot, Paillesson, Racot et Rosier, ainsi que des gendarmes à pied, Bourbon et Boyer et bien d'autres, que j'ai croisés au fil de mes recherches. Alors, les conséquences du conflit, elles sont multiples. Alors, passé les pertes humaines importantes, on est quand même sur 139 000 morts français, contre 51 000 pour les Allemands. C'est quand même une sacrée différence, hein. On est sur plus du double pour les Français, dont l'épidémie de variole a tué quand même 19% de Français, contre 5% d'Allemands. Ces derniers avaient eu l'intelligence de penser au rappel de vaccins. Donc, c'est pas rien à voir avec l'actualité actuelle, hein. C'est juste pour vous dire, à l'époque, ils avaient pensé à ça et ça avait permis de sauver quand même un certain nombre de soldats malades du côté des forces allemandes. Passé la chute du Second Empire avec la création de la Troisième République, la France céda à l'Allemagne tout ou partie de l'Alsace et de la Lorraine. Ces territoires seront repris et laissés au cours des 2 conflits mondiaux du XXe siècle. La France est alors occupée par les troupes allemandes jusqu'en septembre 1873, jusqu'au paiement d'une indemnité de guerre de 5 milliards de francs or. Imaginez-vous, 5 milliards de francs or. C'est énorme. Tout le monde voit à quoi ça ressemble, une pièce de 20 francs or Napoléon? Tout le monde a à peu près une petite idée? Non, c'est pas énorme, non.
Donc c'est généralement ce qu'on peut trouver monté sur des bagues ou, de nos grands-mères, on a ce genre de choses. Donc une petite monnaie comme ça qui fait 6,45 g. Il faut savoir que si on le remet à 5 milliards de francs or, on est sur 250 millions de ces monnaies-là. C'est assez énorme. Ça fait au poids, voilà, au poids, on est sur 1612 tonnes d'or. Et ça équivaut, ouais, pour vous illustrer ça, ça équivaut à 3 Airbus A380 qui seraient chargés à fond. Voilà. C'est énorme. Alors, l'option de la nationalité. Les gendarmes originaires d'Alsace et de Lorraine, tout comme les civils, doivent choisir leur nouvelle nationalité, étant donné que l'Alsace et Lorraine passent du côté de l'Allemagne. Donc, suivant le traité de Francfort du 10 mai 1871, donc, dans les recherches que j'ai faites, j'ai trouvé 9 gendarmes affectés dans la Vienne qui ont opté dès le premier semestre 1872 pour la nationalité française. Bon, accessoirement, je ne vous cache pas, hein, c'est aussi pour garder leur profession. Et puis, pour ne pas être considérés comme des traîtres, quoi. Parce que si on dit moi je veux rester gendarme, mais je voudrais avoir la nationalité allemande, c'était pas le bon moment, quoi. D'ailleurs, il y aura cette peur de l'Allemagne jusqu'à l'arrivée de la Première Guerre mondiale. Donc ils devaient faire ce choix avant le 1er octobre 1872 pour ceux domiciliés en France et en Europe. Et pour ceux qui étaient domiciliés à l'extérieur de l'Europe, ils avaient 1 an de plus. Alors, en 1911, une loi du 9 novembre 1911, soit 40 ans après la défaite, une décoration commémorative de la guerre de 1870-1871 est créée et remise aux vieux soldats encore vivants. Donc cette distinction est relativement tardive. Vous doutez bien qu'il ne reste plus grand monde à qui la remettre. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis je vous rappelle qu'à 17h30, il me semble, il y a un gâteau d'anniversaire du CGP. Voilà. Et le vôtre aussi, du coup? Moi je suis de la fin de l'année, donc j'ai un peu de temps encore. Je vous remercie.